Amis de Otaku Mangalange, après mon petit problème technique, je recommence ce live à zéro. Je disais donc qu'aujourd'hui on parle de l'origine des mangas. J'attends que tout le monde se reconnecte, je m'excuse pour mon petit problème technique. J'espère que ça ne se reproduira pas. Donc comme je le disais, aujourd'hui l'origine des mangas, vraiment des prémices, de même avant Hokusai, dont vous avez certainement entendu parler, jusqu'à Tezuka. Donc Tezuka qui est auteur des années 50, que vous connaissez forcément, et qui a débuté en fait le manga moderne. Donc on va voir toute la période des mangas qui étaient évidemment avant. C'était vraiment très différent. Les photos sur un petit peu ce que je vous disais. Des mangas, en fait, elles prennent des parchemins, tout simplement. Du XVIIe au XVIIIe siècle, les gens voyageaient pas beaucoup à l'époque. Donc, quand il y avait des gens qui avaient la chance de voyager, puisque la plupart des gens étaient des agriculteurs, des paysans, la plupart des Japonais. Et Dominique, tu nous rejoins. Oui, je m'excuse, tu as raté le début. Je suis en direct de l'Otakuvan. C'est pour ça que je suis en extérieur, fait que c'est pas mal cool, je vous dirais. J'ai chaud par contre. Donc les parchemins au XVIIe, XVIIIe siècle, pour le peu de gens qui avaient la chance de voyager, c'était des longs parchemins qu'on déroulait et qui étaient emmenés pour dessiner les récits de voyage. Alors de ces parchemins, malheureusement, j'ai pas pu trouver d'image, mais ça racontait vraiment, les gens pouvaient raconter le récit de leur voyage, avec souvent une touche humoristique quand même. Et puis par la suite, au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, ces parchemins ont évolué, et puis c'est là qu'on a commencé à intégrer des éléments fantastiques. C'est là aussi qu'on peut retrouver les premières images de parchemins. Fait que je vais vous montrer une première image. J'espère que vous... Hop, voilà, par ici. Donc, voilà à quoi ressemblaient ces parchemins. Alors là, vous voyez, ça met en scène comme des lapins qui sont en train de faire des trucs qui devraient être des trucs d'humains, en fait, tout simplement parce que c'était les premiers parchemins où on intégrait des éléments fantastiques. C'est aussi les premiers parchemins où on voyait se dessiner les prémices de ce qu'allaient devenir les yokai. Donc c'est vraiment l'origine pure du manga. Donc d'abord les voyages, l'aspect humoristique, puis ensuite on intègre l'aspect fantastique, fantasy, qui va devenir la fantasy qu'on connaît aujourd'hui. Après ces évolutions, c'est là qu'intervient vraiment le manga, puisque quand on parlait de ces parchemins, on ne pouvait pas encore vraiment parler de manga, c'était vraiment l'origine, les tout débuts. Mais c'est Hokusai, donc le célèbre peintre Hokusai, qui a utilisé pour la première fois le mot manga, ou plutôt qu'il a popularisé. Donc Hokusai, c'était un peintre du 19e siècle, c'est lui qui a peint la Grande Vague de Kanagawa. Celle-ci, vous la connaissez bien sûr tous, elle est comme hyper connue, donc c'est sa peinture la plus connue. Il a aussi fait toute une série d'estampes qui s'appelle en japonais des ukiyo-e, qui représentent les 36 vues du mont Fuji. Et d'ailleurs, vous irez lire une chronique que David a postée récemment sur l'origine du ukiyo-e et puis du travail de Hokusai, c'est super intéressant. Mais au-delà de peindre, Hokusai était surtout un dessinateur, et d'ailleurs il était surnommé le vieux fou du dessin. C'était un gars qui dessinait tout le temps, et qui était extrêmement adulé, qui a influencé des générations et des générations de dessinateurs et d'auteurs. Et en fait, en 1814, c'est là que la première fois, il a publié une œuvre qui s'est appelée la manga. Donc c'était vraiment la au féminin à l'époque. Et la manga, c'était un recueil en fait de carnets, de croquis, d'études, qui est du maître Hokusai, qui ont été publiés sous ce nom. Et c'est vraiment à partir du moment où ce recueil d'images a été publié qu'on a commencé à utiliser de manière très très populaire le mot manga. C'était la première fois. Même si ce mot existait avant, c'était pas forcément utilisé à l'époque. Je m'interromps une minute pour vous dire que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur un sujet en particulier, et évidemment à poster vos commentaires, ça c'est bien sûr comme d'habitude. Après Hokusai, donc, encore une fois, comme je disais, son travail a vraiment beaucoup encouragé des jeunes auteurs à commencer à dessiner, des jeunes peintres également. Et donc,
encore une fois, le travail qu'on nommait à l'époque plus ou moins manga a continué à évoluer, tout au courant du 19e siècle. À partir du début du XXe siècle, il y a un auteur qui est super important dont il faut retenir le nom, c'est Rakuten Kitazawa. Rakuten, en fait, c'était un caricatureur à la base, donc un maître dans l'art de la caricature. Et il a aussi fondé la première école de bande dessinée japonaise, donc l'ancêtre des écoles de mangaka. Et ça, c'était en 1934 qu'il a fondé cette école. Donc ce caricatureur, Rakuten, il a commencé à travailler au début du XXe siècle, puis en 1905, en fait, c'est lui qui a commencé à publier des petites histoires courtes sous forme de prémices de manga dans les premiers magazines, en fait. Vous savez tous que les magazines aujourd'hui sont édités dans des magazines Excusez-moi, je recommence ma phrase. Vous savez tous que les mangas, et non pas les magazines, les mangas sont édités dans des magazines de prépublication comme le Shonen Jump par exemple. Et bien ces magazines, le premier de ces magazines a été en fait édité par Rakuten. Ce fameux auteur dont on parle, il s'appelait Tokyo Puck et il paraissait à peu près 2 à 3 fois par mois. Alors je vais vous montrer quelques images. Ah, j'ai oublié de vous montrer des images, excusez-moi. Je reviens sur Hokusai, j'ai oublié de vous montrer quelques images du travail de Hokusai, ce qui peut s'approcher le plus du dessin manga de l'époque. Ça ressemblait à ça en fait. Voilà. Voilà, ça c'est des lutteurs de sumo dessinés par Hokusai. Donc ça c'est vraiment des croquis qui étaient parus dans ce recueil qui s'appelait La Manga. Et puis ça c'était un dessin de yokai, tout simplement, même si le folklore japonais n'était pas forcément mis sur papier toujours. C'est avec Hokusai qu'on a vu les premiers dessins de yokai. Je ne vous ai pas non plus montré, ça c'est un extrait des 36 vues du mont Fuji de Hokusai. Alors donc je reviens sur Rakuten. Donc il a en 1905 commencé à éditer et à remplir, évidemment, à créer ce magazine qui s'appelait Tokyo Puck, que je vais vous montrer tout de suite. Ça ressemblait à ça. Oups, je vais le mettre dans mon autre main, c'est beaucoup plus simple. Ça c'était une couverture de Tokyo Puck. Et c'est là-dedans que paraissaient les premières histoires. Donc c'était des histoires très courtes, hein, qui peuvent être considérés comme les premiers mangas. Donc voilà, la plupart de ces histoires étaient en couleur. Voilà un petit peu à quoi pouvait ressembler le dessin de Rakuten. Et je vous montre aussi, ça arrivait que ce soit en noir et blanc, donc à ce moment-là, ça ressemblait plutôt à ça. Donc c'est un magazine qui a été édité pendant pas mal d'années quand même. Et puis en 1914, donc 9 ans après la première publication du magazine Tokyo Puck, c'est là que Rakuten a sorti un manga un petit peu plus long qui s'appelait en fait L'enfance de Toyotomi Hideyoshi. Et en fait ce manga-là a été l'un des premiers gros succès vraiment national au Japon de l'histoire du manga. Toyotomi Hideyoshi, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, c'était un des 3 réunificateurs du Japon, un des 3 principaux généraux. Il y avait Nobunaga et puis il y avait Hideyoshi, le troisième, je ne me rappelle pas son nom, mais en tout cas, Nobunaga et Hideyoshi sont pas mal les 2 plus connus. Et donc, Rakuten a raconté la jeunesse de Hideyoshi dans ses mangas. Autre chose que Rakuten a fait, c'est vraiment un grand monsieur qui a apporté vraiment beaucoup de choses à l'histoire du manga à cette époque, même si aujourd'hui il est très peu connu en dehors du Japon. En 1926, donc encore une dizaine d'années plus tard, c'est lui qui a fait les premières divisions entre le shonen et le shoujo. Il a créé en fait 2 magazines différents, un qui s'appelait Shonen Kurabu et un autre qui s'appelait Shoujo Kurabu. Donc ça aurait pu se traduire par le club des garçons puis le club des filles. Donc 2 magazines qui ont pris qui ont commencé des lignes éditoriales très très différentes et qui ont permis en fait de faire la première distinction entre les genres de manga. Voilà à quoi ressemblaient ces magazines. Donc ça c'était le Shonen Kurabu pour les garçons bien virils. Alors évidemment hein, c'est 1926 hein, donc c'était assez cliché quand même, c'est des choses qui n'existent plus de cette manière-là. Voilà le Shoujo Kurabu, encore plus cliché, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut replacer ça dans le contexte de cette époque. Ensuite,
ce sont en fait ces premiers ébauches des genres de manga qui ont été reprises par Tezuka, puis plus uniformisées. Puis si on avance un petit peu dans le temps, à l'ère Taisho, donc qui était à peu près à cette époque, en fait, dans les années 20, il y a il y a des premiers petits mangas en 4 cases qui sont devenus très très populaires ensuite, qui ont commencé à apparaître dans des journaux nationaux. Donc entre autres le Asahi Shimbun, qui est même encore aujourd'hui, je pense, un des plus gros journaux nationaux japonais. Mais le Asahi Shimbun, entre autres, a commencé à publier des petits mangas, notamment de l'auteur Ipei Okamoto. En fait, Ipei Okamoto, non seulement, évidemment, dessinait et scénarisait des mangas, mais c'est aussi lui qui a introduit les premières influences de comics américains. Donc on dit toujours qu'entre le manga puis le comics, il y a il y a eu beaucoup d'échanges, même si ce sont 2 types de BD qui sont complètement différentes. Eh bien, c'est même plus que ce qu'on pense. On pense que c'est avec Tezuka que ça a commencé, mais non. Déjà dans les années 20, avec Ipei Okamoto, les échanges, l'influence du comics américain a commencé sur le manga. Je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le travail de Ipei Okamoto. Donc ça ressemblait tout simplement à ça. C'était également des caricatures. Et comme vous voyez, il y a un truc assez intéressant, c'est que à l'époque, il y avait beaucoup de texte dans chaque case, et le texte n'était pas dans les bulles. Vous pouvez le voir ici sur le côté, il n'y a pas de bulles, parce que les bulles étaient complètement inexistantes. Les bulles sont arrivées en fait par la suite. Donc comme je disais, plusieurs journaux ont commencé à publier des histoires courtes. Et ces histoires courtes, c'est devenu ce qu'on appelle des yonkoma. Encore un terme que vous avez sans doute déjà entendu. Les yonkoma, ce sont des petites BD en 4 cases qui, encore une fois, étaient l'ébauche des premiers mangas. Pourquoi BD en 4 cases ? Tout simplement yonkoma. Yon, ça veut dire 4 en japonais. Koma, ça veut dire case. La traduction est assez facile. Les yonkoma, donc, ça demandait beaucoup de structure parce que c'était vraiment ce format de 4 cases était très très standard. On ne pouvait pas faire 3 cases, on ne pouvait pas faire 5 cases. C'est comme obligatoirement 4 cases. Et donc, il y avait une structure très très particulière, très demandante qui s'appelait le le Kishoten Ketsu. Le Kishoten Ketsu, c'était composé en fait de 4 syllabes, techniquement 4 mots, 4 kanji, qui avaient tous une signification. Donc le Ki de Kishoten Tetsu, le Ki c'était la case 1, c'était la case qui posait la base de l'histoire et qui plantait le décor. Ensuite vous aviez le Sho, qui est la case 2, qui continuait, développait l'histoire, commençait le développement de l'histoire. Ensuite vous aviez la case Ten, qui était la case 3, qui elle était vraiment le point culminant, et puis c'est là qu'il y avait un événement inattendu qui survenait. Et puis le Ketsu, qui était la case 4, qui était là la conclusion, bien sûr, qui découlait de cet événement culminant. Donc c'était une structure qui était dont personne ne pouvait déroger, c'était très très sévère, on va dire, très très strict, et donc c'était une forme de BD qui était très très demandante, il fallait beaucoup de talent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans tous les ateliers de dessin qu'on fait, on a un atelier qui est spécialisé dans les yonkoma pour justement s'apprendre à avoir des contraintes au niveau du scénario. C'est super intéressant, c'est un atelier dans lequel on dessine, mais le dessin n'a pas vraiment sa place, c'est plus le scénario qui est mis en avant. Dans l'atelier, en fait, on vous donne une phrase qui constitue le scénario de base et vous devez inventer une histoire avec la contrainte des 4 cases. Et c'est super difficile. C'est un atelier que j'adore. J'adore regarder Moi, je dessine très très mal, hein, mais j'adore regarder les gens qui dessinent les yonkoma, qui essayent de faire leur scénario dans les yonkoma, ça donne toujours des trucs vraiment cool. On va essayer de vous organiser ça pour bientôt. C'est des ateliers qu'on donne habituellement dans les bibliothèques et les commissions scolaires, mais qu'on pourrait tout à fait donner au lunch. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble des yonkoma. Donnez-moi un instant. Voilà les
Yonkoma, ça ressemble vraiment à ceci. Donc vraiment le manga en 4 cases qui sont distribuées l'une en dessous de l'autre, comme vous le voyez. Je sais, c'est pas d'une super bonne qualité sur mon sel, mais j'essaye de ne pas bouger. Donc vous voyez, les 4 cases, c'était toujours vraiment exactement cette structure-là. Alors c'est une structure qui a été reprise beaucoup et qui en fait qui est en train de revenir à la mode. J'ai vu plusieurs mangas qui avaient cette structure-là, qui reprenaient pour faire des histoires courtes. Donc c'est vraiment une mode qui est récurrente. Par exemple, vous voyez cette image que j'ai trouvée, alors je ne sais pas quel manga c'est, je pense que c'est un webcomic certainement, j'ai jamais vu ça en format papier, mais en tout cas c'est vraiment un truc très très moderne qui reprend le Yonkoma, et même celui-ci que j'ai trouvé également, qui reprend le format Yonkoma mais en le modernisant un petit peu, et je trouve ça très très cool. Alors dans les Yonkoma connus, que des titres que je pense que vous avez déjà vus. Attendez, là, moi voir, voilà. Azumanga Daioh, manga très très connu, je suis persuadée que ça vous dit quelque chose, donc c'est celui-ci. Vous voyez le format qui est vraiment respecté, même si c'est une plus longue histoire, on va respecter le format de 4 cases, puis on va, même si l'histoire se suit, chaque série de 4 cases doit respecter une certaine codification, puis il doit y avoir toujours quelque chose qui se passe à l'intérieur de ces 4 cases. Vous avez le très célèbre K-On!, manga de musique. Attendez, j'essaye de vous le mettre correctement pour que vous voyez quelque chose. Voilà, donc K-On!, qui est un format Yonkoma également. Et puis également moins connu sous format manga mais très connu sous format film, c'est Mes voisins les Yamada. Vous avez peut-être vu ce film des studios Ghibli, et c'est pas de Miyazaki, c'est de l'autre réalisateur des studios Ghibli, Isao Takahata. Et donc c'est Mes voisins les Yamada. Donc ça c'était la partie Yonkoma, donc qui a vraiment un petit peu apporté cette structure au manga. Si on continue à avancer un petit peu dans le temps, le Asahi Shimbun, donc le journal national japonais de l'époque qui existe encore aujourd'hui, a continué à publier des Yonkoma de différents auteurs. Et en 1923, un autre journal qui à peu près similaire qui s'appelait le Asahi Gurafu. Mathieu, tu dis beau le paysage derrière. Oui, c'est pas mal cool. On est plutôt bien ici. Donc c'est ça, le Asahi Gurafu a publié les premiers Yonkoma qui avaient des bulles à l'intérieur. Je vous ai montré tout à l'heure le texte qui était à l'intérieur des cases, et c'est dans ce journal qu'en 1923 sont apparues dans les mangas les premières bulles. Alors je ne sais pas, mes recherches sont pas assez suffisantes pour savoir si c'est les Japonais qui ont inventé les bulles ou les Belges ou les Américains, mais en tout cas au Japon c'était vraiment dans ces premières BD en 1923 dans les journaux que c'est apparu. Alors ensuite on avance un petit peu dans le temps, le tout évolue évidemment, et puis on se retrouve en 1937, et c'est le début de la guerre sino-japonaise, donc la guerre entre la Chine et le Japon, où en fait le Japon a tenté d'envahir la Chine plutôt. Et à ce moment-là, on a récupéré un petit peu ce principe du manga pour servir de support à la propagande militaire. Donc tous les mangas étaient faits de manière à dire nos soldats c'est les plus forts, puis le Japon c'est le meilleur, puis c'est le Japon impérialiste qui a laissé beaucoup de traces pas toujours très flatteuses dans l'esprit des Japonais qui sont assez âgés. C'est une époque dont ils n'aiment pas trop parler. Fait que là ça ressemblait un petit peu à ça si vous voulez. Donc vraiment la propagande militaire. J'en ai une autre image qui est ici. Voilà. Je répète, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur le sujet. Et je m'interromps moi pour boire un petit peu de thé parce que même à l'extérieur, le thé otaku est super bon. Puis d'ailleurs, oui, je sais, je bois du thé même quand il fait chaud, mais vous savez que les bédouins, ils font ça dans le désert, hein, ils boivent du thé ultra chaud parce que c'est ça qui est le plus désaltérant. Et que j'espère que je me désaltère bien avec. Ok. Donc la guerre sino-japonaise a duré de 1937 à 1945. Elle s'est terminée en même temps que la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc le Japon a retiré en fait ses troupes de Chine, puis le manga a arrêté d'être utilisé comme propagande militaire, heureusement. Et c'est à ce moment-là, en période d'après-guerre, qu'est apparu un homme,
dont vous avez tous entendu parler, le dieu du manga, le père du manga moderne. Je parle bien sûr de Osamu Tezuka. Donc ce grand monsieur que vous voyez ici, on a tous vu sa photo. Osamu Tezuka, donc on le surnomme le père du manga moderne tout simplement parce que c'est lui qui a contribué à fixer tous les codes, toute la grammaire fondamentale du manga d'aujourd'hui, donc du manga qui s'appelait moderne à l'époque et qui est resté ce qu'il est actuellement. Tezuka, c'était un grand monsieur. Il faut savoir qu'en plus d'être mangaka, il avait plein d'autres diplômes et entre autres il était médecin et on dit, il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que en général un mangaka il a une série ou deux séries en même temps qui tient, dont il fait la publication mais pas plus. Et Osamu Tezuka était tellement un bourreau de travail que lui il avait pas 2 séries en cours mais 8 séries en cours, puis en plus de ça il passait son doctorat en médecine en même temps. C'était un bourreau de travail et pourtant il n'est pas mort si jeune que ça, là il est décédé à la fin des années 80, pas vieux mais pas si jeune non plus, donc ça lui a quand même bien réussi. Osamu Tezuka, pour ceux d'entre vous qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est l'auteur de Astro Boy, c'est l'auteur du Roi Léo, c'est l'auteur de Phoenix, pour ne citer que les plus connus évidemment, Princesse Saphir. Donc il était extrêmement prolifique, il a fait beaucoup d'œuvres. Je vais vous parler un petit peu pour terminer des œuvres de Osamu Tezuka, mais surtout au-delà de faire des œuvres dans tous les genres, pour tous les publics, sur tous les sujets, avec une virtuosité extraordinaire. Il a aussi donc contribué à fonder la grammaire fondamentale du manga. Donc premièrement, c'est lui qui est à l'origine de la stabilisation des genres. Je vous ai dit tantôt que les shonen et les shoujo avaient commencé à apparaître je ne me rappelle plus de l'année parce que j'ai une très mauvaise mémoire des dates, mais j'ai dit en 1926. Donc on avait commencé à créer des magazines pour les garçons et des magazines pour les filles, shonen et shoujo, mais c'était pas stabilisé encore. C'est Osamu Tezuka qui est à l'origine de la classification du genre shonen et du genre shoujo et qui a vraiment décidé de comment ça allait se classifier finalement. C'est également lui qui a mis au point la plupart des codes graphiques et scénaristiques que vous allez retrouver dans les mangas aujourd'hui. Donc par exemple, le plus évident, c'est les grands yeux. Alors, les grands yeux. Si on prend ici cette photo d'un personnage très connu qui est Astro Boy, vous voyez les grands yeux qui se détachent du personnage et qui sont caractéristiques. C'est Osamu Tezuka qui a commencé à dessiner les yeux de cette manière pour la simple et bonne raison qu'il trouvait que les émotions se reflétaient beaucoup mieux parce que, évidemment, les yeux, c'est la partie du corps humain qui reflète le plus les émotions de personnages. Donc, plus on agrandissait les yeux et plus le lecteur pouvait se rendre compte des émotions que le personnage ressentait. Puis, l'inspiration que Tezuka a eue pour créer ses grands yeux, je vais revenir sur le comics américain, c'est tout simplement Mickey. Ça, c'était les premiers dessins de Mickey où on le voyait dans un petit dessin animé, là où il sifflait à la barre de son bateau, là comme ça, en tapant du pied, genre. Je sais pas siffler, désolé. Et vous voyez que Mickey a de très grands yeux et c'est comme ça que lui est venue l'idée de refaire ses grands yeux pour ses personnages. Je m'interromps un instant, je vais juste brancher mon cellulaire pour pas qu'il s'arrête. Parce que là, il est en train de mourir complètement. Ça sera pas bien long, tout le monde. Voilà. Alors, donc les grands yeux viennent de Mickey. Donc vous voyez, on dit toujours que le fait d'avoir des personnages avec des très grands yeux en amande comme ça, c'est caractéristique du manga. Puis les gens qui connaissent pas vraiment le manga, ils disent quand je vois Naruto, je sais que c'est un manga parce que les personnages ils ont des yeux beaucoup trop grands. Et en fait, ce trait-là ne vient pas du Japon à la base, mais des États-Unis. Fait que c'est quand même, j'aime beaucoup raconter cette anecdote parce que je trouve que c'est quand même assez ironique. Donc les grands yeux, c'était un des premiers traits que Tezuka a apporté, outre bien sûr plein d'autres codes scénaristiques, mais c'est celui-ci qui est le plus connu. Il a aussi apporté le format des cases. Évidemment, quand le Yonkoma a été abandonné au profit d'histoires plus longues, vraiment de mangas de plusieurs pages, à ce moment-là, il a fallu déterminer quelle forme ça allait prendre.
Et donc, c'est lui qui a un petit peu déterminé la forme des mangas. Et il a instauré ceci. Donc cette forme qu'on appelle en gaufrier, donc c'est en fait toutes les cases qui sont toutes bien rangées les unes par rapport aux autres, toutes rectangulaires, etc. Fait que ça, c'était vraiment comme ça que les mangas étaient faits à l'époque, de manière très très carrée et structurée. Donc ça, c'est encore un apport de Tezuka. Bien sûr, ça a évolué depuis, puis les mangas ne ressemblent plus à ça, mais pendant, en fait, jusqu'aux années 70, ça a été le cas. Et aussi, il a eu plein d'apports au niveau scénaristique. C'est vraiment lui qui a introduit une caractéristique qu'on retrouve encore aujourd'hui dans absolument 100% des mangas et qui, pour moi, est la plus grosse caractéristique du manga par rapport aux autres formes de BD. C'est le fait d'introduire un contenu fort dans un contenant, dans une histoire qui est accessible à tous. Donc, on sait tous que les mangas contiennent différents niveaux de lecture. Si vous écoutez Astro Boy, vous êtes un enfant, vous êtes un adolescent, vous êtes un jeune adulte, vous êtes un adulte plus vieux, vous allez avoir une lecture différente de l'œuvre. Et ça, c'est pour tous les mangas. Vous lisez Naruto, c'est la même chose. Vous lisez Haikyuu, c'est la même chose. Vous lisez, je sais pas moi, Yona, Princesse de l'Aube, c'est la même chose. Tous les mangas ont toujours différents niveaux de lecture et toujours plusieurs valeurs et plusieurs messages qu'ils veulent véhiculer en fonction du lecteur. Et ça, c'est Osamu Tezuka qui a commencé à l'introduire, en premier dans Astro Boy et ensuite dans ses autres œuvres. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est même encore plus important que le côté des grands yeux ou de la forme ou des graphismes, parce que c'est vraiment ça qui est la caractéristique principale d'un manga. Et c'est aussi pour ça que le manga est, à mon sens, une forme de bande dessinée qui est aussi intéressante, aussi riche et aussi variée. Alors, pour ceux qui seraient intéressés à découvrir un petit peu les œuvres d'Osamu Tezuka. C'est sûr que tout ce dont j'ai parlé avant Tezuka, malheureusement, ce sont plus des œuvres. Déjà, c'est jamais paru en manga, en livre. C'était vraiment juste dans les magazines, dans les journaux. Donc, c'est pas des choses que vous pouvez trouver aujourd'hui en dehors des musées. Si jamais vous allez au Japon, à Kyoto, vous avez le musée du manga où vous allez retrouver plein de ces planches originales. C'est absolument magnifique. Mais évidemment, vous pourrez jamais trouver ça en dehors du net ou des musées. Par contre, les œuvres d'Osamu Tezuka, on a vraiment de la chance, elles sont en train d'être rééditées. Donc premièrement, si vous vous intéressez à la vie de Tezuka, vous avez un manga qui est super intéressant, une grosse brique qui s'appelle Osamu Tezuka, une vie en manga. C'est vraiment une biographie, en fait c'est même une autobiographie de Tezuka par Tezuka, qui raconte un petit peu non seulement sa vie personnelle, mais surtout la façon dont il a créé les mangas, puis la façon dont il s'y est pris pour vraiment standardiser ce genre. Et puis, en fait, les éditions Delcourt sont en train de racheter tous les droits de production de Tezuka parce que toutes les œuvres de Tezuka étaient devenues introuvables jusqu'à il y a peu et ils sont en train de les rééditer dans de magnifiques éditions hardcover avec beaucoup d'ajouts, des interviews, des vieilles interviews, des vieilles interventions de l'auteur, des postfaces, des préfaces explicatives, de la documentation historique, c'est super intéressant. Et puis les éditions sont absolument magnifiques. Fait que ça vous permet de redécouvrir vraiment ou de découvrir les œuvres de Tezuka. Alors vous avez l'histoire des trois Adolphes qui est un seinen. Je disais tout à l'heure que Tezuka avait contribué à stabiliser les genres shoujo et shonen. C'est vrai dans les années 50, puis après, il a évolué, influencé par d'autres sous-genres, en fait, des genres plus mineurs à l'époque de manga, qui ont ensuite donné le seinen. Il a commencé à évoluer vers des histoires plus seinen, et donc, entre autres, l'histoire des trois Adolphes, qui raconte en fait l'histoire de trois personnages qui s'appellent Adolphe, dont Adolf Hitler, plus deux autres Adolphe qui n'ont rien à voir. Et puis c'est la rencontre de ces trois personnages qui va un petit peu changer le cours de l'histoire. C'est un peu un thriller avec un côté historique ou évidemment un côté très critique de société avec la dénonciation de la Shoah et toute l'implication que ça a eu au Japon. Super belle œuvre. Vous avez aussi MW qui a été repris, un autre thriller de Tezuka, donc encore une œuvre plus seinen, plus mature, qui date pas des années 50 mais qui a été faite plus dans ses années d'expérience. La vie de Bouddha, en fait, encore un seinen, en fait, Delcourt est en train principalement en priorité de rééditer les œuvres plus récentes de l'auteur. Donc la vie de Bouddha, c'est un seinen historique. Alors là, pour le coup, c'est purement historique sur la vie du prince Siddhartha, qui est devenu par la suite le Bouddha.
Vous avez également un autre thriller qui s'appelle Kirihito, beaucoup de thrillers hein, finalement, maintenant que je l'ai dit à la suite je m'en rends compte. Kirihito qui est l'histoire d'un médecin qui va devoir enquêter sur une étrange maladie qui amène les gens à manger de la viande crue à la manière des chiens en fait, et ils ont comme plein de poils qui leur poussent sur tout le corps et qui va être lui-même atteint par cette maladie et l'étudier de l'intérieur. C'est un manga assez tragique en fait, mais c'est vraiment excellent. Delcourt a annoncé la réédition prochaine de Dororo et de Phoenix, deux œuvres qu'on attend particulièrement. Pas encore de Astro Boy, mais je croise vraiment les doigts pour que ce soit le cas. Donc c'est avec notre fameux Osamu Tezuka que le manga moderne est né. Et c'est donc ce qui conclut ma présentation d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est sûr qu'on n'a pas parlé de manga que vous connaissez vraiment beaucoup. Je suis consciente que vous aimez